On dit souvent qu'entre deux mots, on doit choisir le moindre, mais qu'est-ce qui est pire? La menace d'anéantissement de l'Iran de Donald Trump ou le régime en place? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Il y a plusieurs critiques qui pleuvent après ce tweet dérangeant de Donald Trump qui menace d'anéantir rien de moins la civilisation iranienne. On s'est demandé, nous, à Nouveau Info, ce qu'en pensent les Iraniens de Québec. Et mon collègue Félix-Antoine Audet a rencontré deux membres de la communauté iranienne qui ont une vision des événements qui risquent de vous choquer. Voici son reportage. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Depuis environ quelques heures seulement, on parle d'anéantissement d'un pays au grand complet, un pays d'où tu viens. Comment tu vis ça? Ben, j'espère qu'il y a personne qui va vivre ça, mais c'est pas quelque chose qui peut être décrit. C'est pas quelque chose. Peu importe ce que je dis, le reste du monde va pas comprendre ce qu'on est en train de vivre. Ça fait pas juste 24 heures, 48 heures, là, ça fait des mois, peut-être même des années, mais plus spécifiquement ces dernières heures. Aujourd'hui, ma mère appelait moi. Je suis beaucoup de stress, réveillé. Elle m'a dit que tombait une bombe très proche de chez nous, mais nous, il va bien. Juste elle appelait moi parce que peut-être que nous compris que tombait une bombe très proche chez ma mère et mon père. Pour nous, c'est très difficile, mais rester avec le gouvernement islamique, impossible. C'est comme choisir entre mauvais et pire, genre. As-tu peur pour ta famille qui est là-bas présentement? Bien sûr, effectivement. C'est sûr que cette peur-là, ben, oui. J'avais toujours peur pour ma famille qui était là. Ça a comme doublé en ce moment, là, la peur du régime et la guerre. Mais je pense que pendant la guerre, ils sont plus en sécurité que pendant la règne de la République islamique. Ça fait 40 jours, 65 000 bombes. Juste maximum tuer 3 000 personnes. Mais dans 12 soirées, en janvier, plus que 45 000 personnes tuées dans les roues. Pour nous, c'est juste seule solution que ce régime République islamique tombe. N'est pas autre solution, malheureusement pour nous. Je connais une amie, une personne à Montréal, qui a perdu ses parents par la guerre. Leur maison a été bombardée par les États-Unis. Puis je connais une personne qui a payé plus cher pour cette guerre-là que cette personne-là. Même rendue là, elle pense que c'est la faute de la régime islamique. Le gouvernement islamique, exactement comme une maladie cancer. N'est pas le choix que tu dois prendre beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, les toutes bombes qui tombent en Iran aussi pour notre pays comme médicaments. C'est difficile, perdre beaucoup de choses, mais n'est pas autre choix. Si je t'entends, t'aimerais mieux l'Iran cesse d'exister que le régime iranien reste, là. Même si ça implique les gens que tu as connus là-bas, que tout le monde disparaisse, pour toi, c'est une meilleure solution que le régime iranien qui reste en place. Pour moi, ces deux choses veulent dire exactement la même chose. Oui, comme tout le monde, le même marchand, il est complètement stupéfait de voir le monde entier suspendu aux déclarations au revirement du président américain qui promet d'anéantir l'Iran dans moins de 3 heures s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Et Mathieu, on sort un peu du carré de sable municipal pour commencer, d'ailleurs, parce que Bruno Marchand, il ne s'est pas fait prier pour commenter la situation internationale. Ben, je pense que, comme tout le monde, il sent bien l'angoisse qui va se jouer dans les prochaines heures. Si vous étiez sur une île déserte dans les derniers jours, il faut savoir que Donald Trump met un maximum de pression sur l'Iran. Il promet de réduire le pays en cendres, de s'attaquer à des cibles civiles. Il parle de ramener l'Iran au Moyen Âge si la République islamique ne rouvre pas le détroit d'Ormuz au passage des pétroliers et des porte-conteneurs. Donc, c'est un poker dangereux qui va trouver son échéance ce soir. On parle même, on laisse planer la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, rien de moins. L'Iran, de son côté, dit qu'il va répliquer en jetant à terre toute l'économie mondiale. Alors, évidemment, le maire Marchand, comme nous tous, est un peu suspendu à ce qui va se passer. On l'écoute. Vous avez raison de dire que c'est un peu angoissant. Quand un président qui a ce pouvoir-là, qui a le doigt sur l'arme nucléaire, qui a la puissance militaire qu'il a, et qui est complètement
j'ai envie de dire, qui a complètement perdu la carte et qui est capable de faire ce type de menace-là, c'est dur pour des gens de penser que ça va bien se passer. Peut-être qu'ils préfèrent s'enrichir plutôt qu'à essayer de développer le bien commun. Les institutions américaines doivent remettre cet homme-là à sa place, qui est en train de jouer comme si on jouait à un jeu sur table avec le sort du monde. C'est infâme. C'est dégueulasse. Oui, ces mots ne laissent pas beaucoup de place à la nuance, effectivement. Mathieu, on va revenir un peu à Québec. C'est la première fois que Bruno Marchand commentait toute l'offensive des défenseurs des arbres dans le dossier du tramway. Oui, M. le maire était en vacances à l'étranger dans la dernière semaine. Donc, on est revenu sur les tribulations du dossier du tramway. On se rappelle qu'il y a une dizaine de jours, une manifestation de plusieurs centaines de personnes en Haute-Ville pour protester contre l'abattage des arbres le long de la future ligne du tramway. Et quand on a demandé au candidat à la tête de la CAQ de réagir à cette manif-là, Christine Fréchette a évité de se commettre, mais Bernard Drainville a dit pas d'abattage d'arbres tant qu'Ottawa n'a pas garanti 40 du coût total. Il a fallu que Jonathan Julien, le ministre des Transports, contredise M. Drainville en disant que c'était de l'esbrouffe et que le tramway irait de l'avant. Bruno Marchand commente ses allers-retours. La sortie de M. Julien, elle était extraordinaire. C'était un ministre qui s'assumait, qui connaît les règlements, qui connaît les contrats qu'on a. Et ce projet-là va de l'avant. Il n'est pas remis en question. Les gens qui font... M. Julien a raison de dire, là, de l'esbrouffe avec ça. Quand ça ne sera plus les armes, ça va être d'autres choses. Ça va être le prix du ciment, puis ça va être X, Y. Leur défense des armes n'a aucune valeur. On ne les croit pas. La partie n'est pas jouée. On va attendre le résultat de l'élection du prochain chef du gouvernement. Si c'est M. Drainville, j'ai confiance qu'il va maintenir sa parole. Merci, Mathieu. D'ailleurs, on va en parler à l'instant de la possibilité de Bernard Drainville à la tête du Québec. Bonne soirée. Parce que, ben oui, le vote des membres de la CAQ, Valérie, est commencé pour élire le prochain ou la prochaine chef de la CAQ, accessoirement le prochain ou la prochaine première ministre. C'est jusqu'à dimanche, Valérie Gaudreault, notre collaboratrice du Soleil. Dis-moi, est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise dans cette course-là? Parce qu'on a vu Christine Fréchette comme la meneuse pendant à peu près tout le long de la course. Oui, bien, tout est possible. Hein? Puis franchement, là, moi, je vous dirais qu'avant le premier débat, là, puis on le voyait comment Bernard Drainville tenait au débat, hein, on se disait, il y a peut-être, je pense qu'il se sent bien dans cet exercice-là. On l'a vu qu'il était extrêmement à l'aise. Moi, j'ai quand même vu un point tournant. Cette domination là, de Mme Fréchette, rappelons-nous, il y a un mois, avant le premier débat du 21 mars, ça fait juste 2 semaines et demie, là, on se disait presque, est-ce que M. Drainville va continuer? Tous les voyants sont au rouge pour lui. Or, il a repris du poil d'abeille. Je ne suis pas en train de dire que Mme Fréchette n'a plus de chance, mais visiblement... ça s'est resserré. En tout cas, il a assurément sauvé sa campagne à ce moment-là. Et il est revenu dans la course, Bernard Drainville, pour ce qui s'annonce quand même comme un potentiel de victoire assez serré. On ne le sait pas pour dimanche. Il a fait de plein d'appuis, en plus des appuis oui, de des taille. bons coups. Il y a eu le momentum aussi. Mme Fréchette, j'ai eu la chance de parler là, pour une entrevue au Soleil qui était publiée ce matin, mais quand même, la semaine dernière, elle a annulé quelques entrevues éditoriales. M. Drainville a été plus agressif sur la question des chiffres en immigration. Les appuis, hier, quand même, des ministres majeurs, Simon-Jolin Barrette, Sonia Bélanger, ministre de la Santé, et Jonathan Julien. Donc, c'est sûr que d'arriver comme ça jusqu'à la toute fin, Mme Fréchette, en revanche, continue à être largement en avance sur le nombre de ministres qui l'appuient. Elle est à 37 ministres et élus, donc députés caquistes. 3 se sont ajoutés aujourd'hui. Et là aussi, un ministre, en la personne de, vous m'excuserez, qui a appuyé Mme Fréchette aujourd'hui. Enfin, il y a 3 nouveaux appuis du côté. Donc, c'est sûr que, Jean-François Simard, ministre responsable de la capitale nationale. Voilà, vous mettez toutes mes excuses. Oui. Alors, on voit quand même que les deux, la course n'est pas terminée. On veut profiter de chaque journée jusqu'à dimanche. Et là, le joker qui est particulier, c'est parce que c'est les membres de la CAQ qui se prononcent. Voilà. Qui sera là-dedans? Pour quel motif? C'est là qu'il pourrait y avoir peut-être certaines surprises. Mais c'est tout ça, la différence. Puis j'insiste pour le rappeler chaque fois, parce qu'on a eu des débats sur les grandes chaînes. On a eu beaucoup de couverture médiatique. Donc, la population, on dirait qu'on en perd presque l'impression que c'est environ 20 000 personnes qui vont voter. C'est particulier, c'est presque unique dans l'histoire que ce vote pour la chefferie devienne le ou la première premier ministre du Québec de facto. Alors, c'est sûr qu'il faut le rappeler. Et c'est ces gens-là, qui sont-ils? Où sont-ils sur le territoire véritablement? Combien seront-ils à aller voter? Alors, on a beau avoir tous les sondages d'opinion dans la population en général. Le mystère, c'est les gens qui ont la clé, c'est-à-dire les membres de la CAQ. Une belle surprise dimanche prochain. Merci beaucoup. Voilà, merci.
Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire directement par courriel à gs.bu@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur notre site web nouveau.info, question de voir ou de revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues. La place située devant l'Assemblée nationale va être complètement revampée pour rendre le site mieux adapté pour les événements qui se déroulent chaque année. Donc, il va y avoir moins de verdure sur le site qui accueille chaque hiver le château de Bonhomme et où on trouve également une scène du Festival d'été de Québec. Les travaux devraient commencer à l'été 2027 et être complétés pour l'automne 2028. Le montage, démontage des grands événements va être moins long parce que la surface ne sera pas à réparer, donc on va sauver du temps. Toutes nos places sont mis gratuitement en fonction, excepté que, évidemment, les gens qui les utilisent doivent les remettre en état. Et ça décourage beaucoup de petits événements parce qu'ils n'ont pas les moyens de remettre en état une place qu'ils savent qui va être défaite. Alors donc, les travaux qu'on va faire vont faire en sorte qu'il y a beaucoup de petits événements qui vont pouvoir s'ajouter à la place de l'Assemblée nationale. Un tour au palais de justice de Saint-Joseph parce que le procès pour meurtre du Beauceron Kevin Deblois s'est amorcé ce matin. Caroline, on a commencé avec la sélection du jury. Oui, tout à fait. Kevin Deblois qui fait face à 3 chefs d'accusation. Il faut le rappeler. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. En même temps, c'est une histoire qui date de tout près de 4 ans. Là, on remonte à septembre 2022. Kevin Deblois, qui, lui, était âgé de 24 ans à l'époque, il a été arrêté quelques jours après qu'on ait fait la découverte du corps calciné de Karine Bélanger dans une camionnette de type pick-up qui avait été volée dans le secteur de Sainte-Marie-de-Beauce et retrouvée incendiée dans un champ dans le secteur de Saint-Bernard, dans un champ isolé. Donc, pour l'instant, on a peu de détails sur les circonstances exactes qui entourent ce décès. Évidemment, des détails qui devraient être dévoilés en cours de procès. Pour l'instant, évidemment, là, ce qu'on sait, c'est que l'accusé était le conjoint de la victime, qui, elle, avait 36 ans. Là-dessus, je vous laisse entendre la procureure au dossier. Monsieur est accusé de meurtre au 2e degré. Il est également accusé d'outrage à un cadavre et d'incendie criminel. C'est les 3 chefs auxquels monsieur a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité ce matin au palais de justice. Mon fardeau de preuve, c'est le hors de tout doute raisonnable. Donc, ce qu'on entend faire, c'est d'amener devant le jury l'ensemble des éléments de preuve qui puissent permettre de conclure un verdict basé sur ce fardeau-là. Donc, tu le disais, Jean-Simon, le jury a pu être sélectionné aujourd'hui. 14 hommes et femmes qui ont été sélectionnés. C'est une procédure qui a été quand même assez rapide. C'était complété déjà ce matin. Cet après-midi, des procédures hors jury, c'est-à-dire que les avocats avaient certaines requêtes à débattre et le jury devrait être de retour normalement demain matin, peut-être jeudi, pour le début, en fait, de la présentation de la preuve. La couronne a fait savoir qu'on aurait une trentaine, peut-être jusqu'à une quarantaine de témoins à faire entendre, mais au total, le procès est prévu durer de 4 à 5 semaines. Un long procès. Oui. Au palais de justice de Québec, maintenant, Caroline, il y avait la Cour qui devait rendre une décision dans le dossier de Christopher Bouchard. Oui, Christopher Bouchard, c'est cet homme, rappelons-le, de 24 ans qui était un gardien d'enfants qui a été arrêté dans les dernières semaines à nouveau, en fait, pour des infractions de nature sexuelle, en fait, là, sur des enfants. Lui qui faisait l'objet d'ordonnances depuis septembre dernier qui l'empêchait, en fait, de se trouver en position d'autorité envers des enfants. Et donc, aujourd'hui, la Cour a décidé de refuser sa remise en liberté. La décision, les détails de cette décision-là ont été soumis à une ordonnance de non-publication. On ne peut pas vous les révéler. Évidemment, on comprend que la justice souhaite, en fait, la Cour souhaite préserver la confiance du public envers la justice. Et c'est un dossier qui va être de retour devant la Cour dans un mois, donc le 7 mai prochain. Merci beaucoup, Caroline. Merci. On s'en reparle. Et on change de registre maintenant dans la LHJMQ. Les Remparts sont toujours en vie. La victoire de 4-2 sur les Highlanders a forcé la tenue d'un 7e match ce soir à Charlottetown. Charlie Morrison, Maddox Dagenet et Mathias Loisel ont tous amassé un but et une passe hier. Nikita Ovcharov a aussi marqué. Québec s'est fait acculer au pied du mur après 2 défaites consécutives lors des matchs 4 et 5. Donald Trump veut faire trembler le Canada et le monde. Et il a notre industrie forestière dans sa main. Et il y a un petit village québécois qui est frappé de plein fouet. Série Saint-Michel, c'est Saint-Michel-des-Saints. Ça fait partie de l'ADN même du village. Imaginez qu'en presque tout un village dépend d'une usine qui doit mettre à pied des centaines de personnes. Ils l'ont pas fait de gaieté de cœur. Il n'y a pas de maison dans la communauté qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille
travaille pas dans le moulin. Mais les citoyens du village ne veulent pas se laisser faire. Grâce à leur ingéniosité, ils explorent de nouveaux marchés. On essaie de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. On va sortir plus fort de ça, puis on va trouver des trucs. Si notre industrie change pas, ça pourra pas marcher dans le futur. Aujourd'hui, l'histoire d'un village gaulois, québécois, qui a décidé de se battre pour son